Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette table ronde organisée par Invest in Toulouse autour de l'hydrogène vert à Toulouse notamment. Discussion voilà, qui durera entre 30 et 40 minutes et dont l'objectif sera de présenter les actions menées depuis Toulouse dans le secteur de l'hydrogène vert. Et quoi de mieux que trois grands acteurs locaux avec un positionnement qui va être qui est complémentaire sur cette chaîne de valeur. Donc, je vous présente Vincent Bourgon d'Engie Solutions qui nous parlera du projet iPort. Ensuite, nous passerons avec Pierre Farjounel de Universal Hydrogène, qui nous parlera justement de l'aviation verte et de l'aviation régionale au niveau de l'hydrogène avec des kits de conversion d'ATR. Et pour terminer, voilà, Vincent Guéret d'Enosis, qui est qui justement nous présentera donc qui est Enosis, qui crée justement du gaz vert en valorisant le CO2 et qui utilise l'hydrogène dans ce process de création. Et donc moi, donc c'est Pierre-Jean Chandès de l'agence d'attractivité de Toulouse, de Invest in Toulouse. Et nous, notre mission, c'est de promouvoir l'excellence locale, l'écosystème, le dynamisme des entreprises locales pour justement attirer des investissements et des entreprises sur Toulouse. Et concrètement, donc nous accompagnons les entrepreneurs, les porteurs de projets dans toutes leurs phases de leur installation. Donc on les aide à trouver des locaux, à des financements, on les aide dans le cadre du recrutement et on les met bien évidemment en relation avec l'écosystème des entreprises locales. Voilà. Donc, pour commencer, je vais dresser un petit peu le portrait national de l'hydrogène, hein, qui est une réflexion depuis quelques années déjà. Donc, la France s'est dotée d'un plan de 7 milliards d'euros pour devenir le leader mondial de l'hydrogène. Donc, d'ici à 2023, il y aura plus de 3 milliards d'euros qui seront investis pour développer l'hydrogène vert. Donc, très rapidement, la région Occitanie a été la première région française à se positionner sur ce créneau de l'hydrogène vert avec un plan d'investissement ambitieux de 150 millions d'euros, ainsi qu'un plan d'animation régionale lancé très tôt, hein, depuis 2018, regroupant pas loin d'une centaine d'acteurs impliqués directement dans cette filière. L'objectif est grosso modo de générer 1 milliard d'euros d'investissement. Donc voilà, la mission que s'est donnée la région Occitanie, c'est d'assurer la montée en puissance de la production d'hydrogène vert autour justement des mobilités qui vont être routières, ferroviaires, maritimes, fluviales et aériennes. Donc tous les acteurs de la chaîne de valeur sont représentés. On a de l'industrie, de l'énergie, le milieu académique et toutes les fonctions, services et supports qui sont d'ailleurs toutes présentes à Toulouse et en Occitanie. Concrètement, dans les années à venir, on s'est fixé comme objectif d'ici 2024, dans le secteur de l'hydrogène, d'avoir 3 rames de train qui fonctionnent à l'hydrogène fournies par Alstom, une vingtaine de stations de distribution connectées, un site de production effectif qui sera iPort, il sera même effectif, Vincent nous en dira un peu plus, mais avant 2024, 600 véhicules fonctionnant à l'hydrogène et un technocampus autour de l'hydrogène, le technocampus de Francazal qui aura un rayonnement européen. Francazal qui est un ancien aéroport militaire et qui est la plus ancienne base aérienne française et qui travaillera autour donc des mobilités du futur, terrestres, aériennes, une réflexion aussi autour des énergies décarbonées, pardon, pas la même chose, une plateforme de recherche travaillant sur l'aviation du futur et bien évidemment, Toulouse, l'écosystème de Toulouse étant là, on aura des activités de R&D autour d'Airbus, Vitesco, Safran et Liebherr. Tout ça pour arriver à ce que Toulouse devienne la capitale française de l'hydrogène. Voilà, donc je vais sans plus attendre laisser la parole à Vincent Bourgon de Engie Solutions qui nous parlera donc du projet iPort, qui est un projet porté par Engie et par l'AREC de la production d'hydrogène sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Merci Pierre-Jean. Donc voilà, donc Vincent Bourgon. Donc moi je suis ingénieur commercial pour Engie Solutions et du coup je suis en charge de la commercialisation de l'hydrogène renouvelable d'iPort. Donc iPort, comme Pierre-Jean l'a dit, c'est une société de projet qui est à 5 Engie Solutions à 49% la région Occitanie au travers de l'AREC, donc qui est l'agence régionale de l'énergie et du climat, et qui a pour but en fait de créer un écosystème d'hydrogène renouvelable sur la région, c'est-à-dire en fait de créer des stations de production et de distribution un peu partout afin de créer un maillage pardon, et de pouvoir pousser la mobilité à hydrogène. Donc
comme disait Pierre-Jean, la première station de tout ce maillage va être donc mise en service bientôt en 2022 et est située sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Donc sur cet aéroport, on a donc un hydrogène 100% renouvelable parce qu'on a 50% de l'énergie électrique qui vient d'un parc photovoltaïque à Fangeau, donc qui est à côté de Carcassonne, et 50% qui vient des barrages de l'HM, donc les barrages hydroélectriques de l'HM, les barrages pyrénéens. Donc on est sur un écosystème aéroportuaire qui est 100% renouvelable, donc 100% hydrogène renouvelable et 100% régional de surcroît. Donc voilà, donc c'est une station qui va être mise en service en fin 2022 et du coup, qui a donc une zone de production. Donc on va produire à peu près 400 kilos au départ, à 400 kilos d'hydrogène par jour. Pour vous donner une idée, ça fait une vingtaine de bus ou une vingtaine de poids lourds ou à peu près 200 véhicules légers. Donc ça, c'est pour la partie production et sur cette station, on a en gros, 2 pôles, de distribution. Un pôle de distribution qui est sur l'aéroport, donc partie tarmac, qui lui a pour rôle de décarboner en fait tout le matériel roulant de l'aéroport. Donc que ce soit, les bus ou les véhicules utilitaires, mais aussi tout ce qui est GSE, c'est-à-dire tout ce qui est tracteur poussé d'avion, tracteur, de bagages, APU, GPU et cetera et également, pourquoi pas après, l'aviation légère. Donc ça, c'est sur le pôle tarmac. On a aussi un pôle, de distribution, partie publique, donc qui lui a pour rôle de décarboner en fait la mobilité allant à l'aéroport, c'est-à-dire, tout ce qui est fret, poids lourds, véhicules utilitaires, mais également tout ce qui est transport de personnes, que ce soit des voitures, donc des véhicules privés ou des bus. D'ailleurs, le premier client en fait d'Hyport, ATB, donc aéroport Toulouse-Blagnac, c'est l'aéroport lui-même qui a décarboné ses bus, allant des parkings jusqu'à l'aéroport. Donc voilà et donc ça, c'est le premier projet. On a d'autres projets en cours, un projet sur l'aéroport de Tarbes également et un projet, sur la métropole de Toulouse. Voilà, je pense que j'ai respecté les 4 minutes ou 5 minutes. Parfait, parfait Vincent. Et peut-être moi je vais rebondir sur une question. Pourquoi en fait comment le projet iPort est né à Toulouse en fait? Pourquoi il s'est fait à Toulouse et pas ailleurs? Alors, donc pour une raison simple, donc on est 49 dans la région Occitanie et la base du projet d'iPort a été en fait de décarboner le milieu aéroportuaire. Alors on s'est élargi depuis, mais la base du projet c'était ça et l'aéroport de Toulouse, c'est quand même le 5e port de France, donc c'était vraiment l'aéroport, tout désigné pour commencer et ils ont une grosse, grosse stratégie et une grosse ambition de devenir l'aéroport décarboné en plus. Voilà. Parfait, merci beaucoup, c'était très clair. Nous allons passer maintenant à Pierre Farjounet de Universal Hydrogène. Oui, bonjour. Bonjour Pierre-Jean, bonjour à tous. Bonjour. Donc moi je suis Pierre Farjounet, je suis le directeur général de la filiale Europe d'Universal Hydrogène. Universal Hydrogène a été créé en 2020 à Los Angeles par Paul Eremenko et certains autres anciens d'Airbus. Notre objectif, c'est de faire des vols commerciaux alimentés à hydrogène une réalité à court terme. Court terme, ça veut dire 2025. On utilise une solution qui est flexible, qui est évolutive, qui est peu gourmande en CAPEX, puisqu'il s'agit en gros de transporter des capsules via le fret existant, ces capsules pouvant transporter de l'hydrogène gazeux ou de l'hydrogène liquide. Pour accélérer l'adoption du marché, on travaille en parallèle sur des kits de conversion pour moderniser les avions régionaux. On travaille sur 2 types d'appareils, les Dash 8 et les ATR 72. Donc, on a ouvert en octobre dernier à Toulouse, principalement pour 2 missions. La première, c'est de travailler sur le kit de conversion pour les ATR 72. Et la deuxième, c'est le développement des capsules d'hydrogène liquide qui font appel à des compétences de cryogénie. Voilà. Très bien, très bien. Et donc un peu la même question que Vincent, pourquoi Universal Hydrogène a décidé de s'implanter à Toulouse? Sachant qu'on vous connaît un petit peu parce qu'on vous a accompagné dans votre développement, c'était voilà, expliquer la stratégie Oui, d'Universal. oui, c'était difficile de faire hors de Toulouse, pour être honnête. Quand on parle d'aviation, quand on parle d'innovation et quand on parle d'hydrogène, et quand on regarde un petit peu l'écosystème européen, Toulouse est une place assez naturelle.
Donc évidemment, il y a les gros monstres de l'aéro qu'on connaît bien. Vous avez les Airbus, vous avez les ATR, et vous avez une grande partie des partenaires que vous avez mentionnés. Vous avez mentionné Safran, Liber, il y en a tant d'autres. Il y a également un écosystème ultra dynamique de jeunes entreprises. On parle beaucoup d'Ascendance Flight, on parle beaucoup d'Aura, on parle beaucoup de Bel Air. Voilà. Donc il y a pas mal de petites entreprises aussi qui sont extrêmement dynamiques sur ce marché-là. Et puis, vous avez un tissu académique qui est extrêmement important. Alors, vous avez Isae Supaéro, vous avez l'ENAC, vous avez le CNES, vous en avez beaucoup d'autres. Donc, voilà, Toulouse, finalement, quand on veut capturer des compétences pour faire de l'aéro et de l'hydrogène, ça semblait un bon endroit, on va dire. Très bien, très bien. Ce qui confirme la présence de talents dans ce domaine-là pour répondre à l'arrivée justement de nouvelles entreprises innovantes et qui auraient besoin justement de main-d'œuvre qualifiée. C'est parfait. Très bien, merci beaucoup Pierre. Et donc je vais passer maintenant à Vincent. Voilà, si Vincent Guéret, vous pouvez nous présenter la société Enosis, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci Pierre-Jean. Effectivement, Vincent Guéret, je suis associé fondateur de Enosis. Alors Enosis, c'est une start-up toulousaine, 100% toulousaine. J'ai créé l'entreprise fin 2014 à Toulouse. Alors le métier d'Enosis, en fait, c'est recycler le dioxyde de carbone, comme Pierre-Jean l'a expliqué, pour en faire un gaz renouvelable, du méthane renouvelable, qui est en fait le principal constituant du gaz naturel, pour l'injecter dans les réseaux de gaz naturel. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir en fait substituer ce méthane renouvelable, produit à partir de dioxyde de carbone, le remplacer en fait à la place du gaz naturel pour verdir les infrastructures de gaz naturel. Donc on a une technologie qu'on a développée avec des laboratoires toulousains et lyonnais, et notamment à Toulouse, c'est l'INSA de Toulouse qui nous a aidés à accompagner cette techno, qui a la particularité d'être entièrement biologique, c'est-à-dire que on est allé jusqu'au bout de l'exercice de durabilité et on utilise en fait des bestioles, des bébêtes, des micro-organismes pour faire nos transformations, et on assemble ces bestioles ensemble, ces micro-organismes, pour pouvoir traiter nos gaz et produire ce fameux méthane renouvelable qu'on va injecter dans les réseaux de gaz en substitution au gaz naturel. Donc, à quelles applications on s'intéresse ? Valoriser le dioxyde de carbone qui peut être rejeté par des sites industriels, des cimenteries, des hauts fourneaux par exemple, mais aussi du dioxyde de carbone qui peut être rejeté par le traitement de nos déchets. Finalement, ça pour nous, c'est notre premier marché. Alors, il y a les déchets effectivement solides qu'on ne peut pas réemployer, qu'on ne peut pas réutiliser. Et aujourd'hui, finalement, la valorisation énergétique, c'est une des voies de transformation de ces déchets, notamment par des procédés dits de pyrolyse ou de gazification, qui sont des procédés innovants qui viennent en complément de l'incinération. Et puis, il y a un gros marché qui nous intéresse également, c'est le marché du traitement des biodéchets par méthanisation. Donc, la méthanisation, c'est cette transformation, ce procédé qui permet de transformer nos biodéchets, des déchets agricoles, en un gaz qu'on appelle du biogaz, et que ce biogaz, ensuite, si on veut l'injecter dans le réseau de gaz, il faut l'épurer, il faut le transformer pour obtenir du biométhane. Et donc, nous, on intervient dans ce traitement du biogaz. Par exemple, si on regarde maintenant en termes de bénéfices, si on s'intéresse à la transformation du biogaz issu de la méthanisation, le premier intérêt, c'est qu'on va éviter toutes les émissions de CO2 qui sont liées à cette transformation-là. Donc aujourd'hui, par exemple, la stratégie nationale bas carbone française, elle souhaite qu'on réduise les émissions du secteur agricole de 40 millions de tonnes par an, et notre solution permettrait à peu près d'en abattre la moitié. Et puis, notre solution, elle permet de booster en fait la production de biométhane, c'est-à-dire qu'on augmente la production d'à peu près 65% pour un site donné. Et ça, aujourd'hui, c'est effectivement très intéressant, puisqu'il y a notamment un plan européen qui s'appelle Repower Europe, qui, dans le cadre effectivement de l'indépendance énergétique de l'Europe et la décroissance des importations vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis de la Russie, veut booster la production de biométhane, multiplier d'ici 2030 la production de biométhane par 2. Et donc, avec nos sites, en fait, sans rajouter de sites, avec notre installation, on peut augmenter cette production de à peu près 1,5 à 1,6. Voilà. Donc, deux avantages. En fait, on évite les émissions de CO2 et en même temps, on booste la production de gaz renouvelable. Alors, notre particularité par rapport à mes deux collègues, c'est que vous l'avez compris, nous, on ne produit pas d'hydrogène, mais par contre, on en consomme. Donc, effectivement, pour faire notre fameuse transformation, on a besoin d'hydrogène, qui est une matière première. Et en fait, c'est en mariant l'hydrogène avec le dioxyde de carbone qu'on va arriver à faire notre fameuse molécule de méthane renouvelable qu'on peut injecter dans les réseaux de gaz. Et finalement, l'avantage, c'est de pouvoir injecter dans une infrastructure existante un gaz renouvelable qui va nous permettre de décarboner nos usages, dont la mobilité.
Très bien, très bien. Et pareil, toujours le même fil conducteur, compte tenu des besoins justement de la ville de Toulouse, de la métropole, au sujet de la méthanisation, de l'hydrogène, quels sont voilà, vos projets, sans trahir aucune confidentialité, des choses qui peuvent être communiquées, mais quels sont vos projets voilà, sur Toulouse? Quels sont les projets d'Eneosis? Alors, comme le disait Pierre tout à l'heure pour H2, il y a un tissu académique à Toulouse qui est intéressant et nous, on cherche effectivement à continuer notre collaboration avec l'INSA de Toulouse. Donc, on a différents projets en la matière. Sur Toulouse, on a d'ores et déjà une installation qui tourne sur le site de l'Asclé Cefeu, au nord de Toulouse, qui vient traiter du biogaz qui est produit par une petite unité de méthanisation. Et effectivement, avec Toulouse Métropole, dans une logique d'économie circulaire, on réfléchit aujourd'hui à la mise en œuvre d'une installation à taille industrielle. Et donc, c'est un projet sur lequel aujourd'hui on travaille. On souhaiterait que ce projet, effectivement, devienne concret d'ici 2024. Très bien. Surtout que sachant que Toulouse est une ville très attractive et qu'automatiquement la population augmente, c'est sûr que les besoins en termes de recyclage justement, oui, de méthanisation sont très importants. Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait le tour, présenter chacun des sujets. Je propose maintenant, voilà, si cela vous convient à tous, de faire une petite session questions. Donc voilà, regardez si l'audience voilà, a la moindre question, n'hésitez pas à passer par le chat pour soumettre vos questions. Je vois qu'il y en a déjà une donc, qui s'adresse à Vincent directement. C'était connaître les possibilités d'extension du projet IPOR. Vous nous l'avez présenté avec une production de 400 kg d'hydrogène par jour avec, je ne sais pas si on a parlé, je me souviens plus si on a parlé du calendrier ou grosso modo, enfin en tout cas les objectifs de mise en service. Et c'était de se dire, est-ce qu'il y a une possibilité ensuite d'extension du projet IPOR à l'aéroport de Toulouse-Blagnac? Très bonne question, c'est tout à fait vrai. En fait, on part en effet sur 400 kilos, sachant que à terme, on a la possibilité donc de quadrupler la production et d'aller jusqu'à 1,6 tonne. D'accord. Très bien. Et pareil, toujours, donc on conserve l'hydrogène vert, bien sûr, qui est la thématique de la région et de la Tout ville. à fait. De toute façon, HyPort ne produira pas autre chose que l'hydrogène vert et pas autre chose que l'hydrogène vert et régional. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Une question suivante pour Pierre, cette fois-ci, pour connaître les principales échéances, quel est le planning un petit peu d'Universal Hydrogène qui est communicable et qui est connu aujourd'hui? Alors, on communique déjà une grosse échéance pour nous à la fin d'année, qui va être un vol aux États-Unis avec un dash sur lequel on aura remplacé un moteur par donc une chaîne propulsive électrique avec de l'hydrogène. Donc ça, c'est fin d'année. Ensuite, on est un peu plus discret, mais on communique une entrée en service de la solution en 2025. Donc après, vous pouvez faire un petit rétro-planning, on va dire. On essaie d'avoir un démonstrateur mature de la capsule liquide à la fin d'année, début d'année prochaine. Et puis ensuite, il va y avoir un des gros enjeux qui va être la certification. Donc on a une autorité certificatrice partenaire qui est la FAA, donc, aux États-Unis, avec laquelle on a déjà commencé à travailler, mais qui va être finalement le plus long du processus d'entrée en service, c'est la validation par les autorités certificatrices pour mettre ça en vol. Voilà, donc si vous avez 2 dates à retenir, ce sera fin d'année, un vol expérimental aux États-Unis avec un moteur uniquement remplacé, mais c'est déjà quand même quelque chose qui n'aura pas été fait, un moteur d'une puissance d'1 mégawatt. Ensuite, il va y avoir probablement quelques annonces sur le développement des capsules, et puis 2025 avec l'entrée en service de la solution. Très bien. Et par curiosité, Dash, c'est combien de places, ce type d'avion? C'est un peu plus petit que l'ATR, on est en gros une fois converti sur entre 40 et 45 places. D'accord. D'accord, très bien. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur le chat. Je pense que c'est en train d'arriver. Je vois la question de Maïwen, je ne sais pas si je suis le seul à la voir. Oui, c'était pour venir justement, voilà, quelle était l'idée, le concept, comment est né le concept d'Universal Hydrogène. Alors moi, j'étais pas à la naissance du projet, mais j'ai posé cette question déjà, et il se trouve que dans l'équipe, il y a des passionnés de vélo qui ont analysé un vélo avec les compositions carbone, et puis ils ont travaillé sur pourquoi pas une capsule pour mettre sur un vélo en utilisant les fibres carbone des vélos. Bon, c'est parti de là, et puis petit à petit, vu que ce sont avant tout des passionnés d'aéro, ils sont très vite allés sur l'aéro.
Bon, voilà, ça vient de là, il paraît. J'étais pas, hein, mais il paraît que ça vient de là. Très bien. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions sur le chat. Moi, je me permets d'en poser une peut-être à Vincent pour varier un petit peu les participants aussi. Vous parliez justement de consommation d'hydrogène pour Enosis. Quelles seraient un peu les projections de consommation? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de production d'hydrogène, de consommation, mais c'est vrai que le lien entre les deux n'est pas forcément toujours clair et distinct. Donc, c'était un petit peu, voilà, avoir un petit peu une idée des projections de consommation à court terme et moyen terme que pourrait avoir Enosis en matière d'hydrogène. En fait, ça va dépendre de notre pénétration de marché, évidemment, en tout cas de nos équipements. Si on se projette, par exemple, à 2050, ce qui fait un peu loin, mais faisons l'exercice, et où on se dit que des installations comme les nôtres pourraient être présentes sur toutes les installations de méthanisation en France, donc on projette à peu près 5 à 6 000 unités de méthanisation au mieux sur ce marché français. En fait, on pourrait consommer jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène par an pour effectivement produire du gaz renouvelable qu'on pourrait injecter dans les réseaux de gaz de manière à neutraliser les émissions de CO2. Voilà, donc ça, pour rappel, aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 900 000 tonnes par an sur le marché français, tout confondu. Donc là, rien que pour notre application, on serait à peu près à 2 millions de tonnes par an. Voilà, donc ce qui est relativement important quand même. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons à peut-être une dernière question. Oui, quelle est l'agilité ou flexibilité qui est nécessaire dans le contexte international pour des entreprises comme les vôtres? Alors, je ne sais pas, peut-être, je sais pas, je vais donner peut-être la parole à Pierre ce coup-ci pour le contexte international. C'est gentil. Bon, nous, on est une entreprise internationale déjà, donc on a des capitaux internationaux, des investisseurs qui sont d'à peu près tous les pays. En fait, la question est compliquée. Je pense qu'il y a avant tout, pour moi, une question d'indépendance énergétique qui est sous-jacente à tout ce conflit-là. On voit bien la dépendance à la Russie sur le gaz et tout ce que ça implique. Donc, bon, voilà, moi, j'aurais plus envie de répondre sur cet axe-là. C'est-à-dire que c'est pour moi une raison de plus d'accélérer la transition énergétique et d'aller chercher d'autres vecteurs énergétiques que les combustibles fossiles. Premier point. Après, en tant que start-up, pour être honnête, l'inflation, on la prend en pleine tête. Hein, donc, on n'est pas solide comme peuvent l'être de gros groupes. Hein, donc, c'est compliqué. Ça passe par des négociations. Ça passe également par des étalements. Voilà, donc on discute. Mais sincèrement, on a quand même les reins assez solides de notre côté UH2. Donc, voilà, on n'est pas mis à mal par la crise immédiate en tout cas. Très bien. Je me dis peut-être un mot aussi, peut-être de Vincent aussi, Vincent Guéret et Vincent aussi Bourgon, parce que ce sujet est assez transverse et adaptable à toutes les sociétés. Donc Vincent Guéret, peut-être un point sur ce sujet. Ouais, je vais rejoindre effectivement les commentaires de Pierre. Effectivement, pour moi, il y a 3 enjeux. Le premier, c'est un enjeu effectivement de sortie des énergies fossiles. Et ce que je disais tout à l'heure rapidement dans ma présentation, c'est qu'il y a notamment un plan européen qui s'appelle REPowerEU, qui est sorti, là, qui a été présenté par les commissaires européens au mois de mai 2022, qui clairement fixe une trajectoire d'accélération de la production des renouvelables en Europe pour pouvoir limiter effectivement la dépendance de l'Europe aux importations de gaz d'origine fossile. Donc effectivement, la priorité est donnée aux importations russes, mais le texte est en fait beaucoup plus large. Et dans ce contexte-là, il y a une articulation en fait du développement des renouvelables sur tous les axes de production. Hein. Il y a de la production solaire, il y a l'hydrogène qui est effectivement concerné, et il y a le biométhane qui l'est aussi. Et on voit que finalement, on a une approche de complémentarité entre les filières de manière à atteindre finalement cette souveraineté énergétique européenne. Donc ça, pour nous, je pense que tous autour de la table, on sera d'accord pour dire que c'est bénéfique pour nos activités aux uns aux autres. Maintenant, bon, il faut que ça se matérialise effectivement au niveau de chacun des pays européens et en particulier au niveau de la France. Après, effectivement, le deuxième aspect, c'est ce que disait Pierre. Bon, il y a de l'inflation. Typiquement, on voit que il y a l'augmentation des matières premières. Et il y a aussi un point important, c'est qu'on a aussi des difficultés à s'approvisionner
avec certains composants et donc on subit des retards. Voilà, donc à la fois l'inflation et les retards de sourcing font que sur des structures comme les nôtres, où on est par définition toujours un peu court en termes de trésorerie, il faut qu'on anticipe et il faut qu'on gère ça. Ce qui m'amène au dernier point, c'est les augmentations de capital. En fait, pour nous, on a un enjeu très fort aujourd'hui, effectivement, à renforcer nos fonds propres de manière à pouvoir effectivement garantir le financement de nos projets et de notre développement. Et là aussi, quelque part, la crise ralentit la disponibilité des fonds qui peuvent être présents sur les marchés, puisque les investisseurs vont peut-être privilégier les entreprises dans lesquelles ils sont déjà présents pour pouvoir remettre au pot si nécessaire. Et donc, ça nous impose là aussi, finalement, d'anticiper nos besoins de financement en haut de bilan. Voilà, donc un impact à 3 niveaux. J'ai envie de dire, il y a un premier impact qui est positif, c'est celui, on voit encore une fois, de la souveraineté énergétique. Et puis, au niveau du fonctionnement de l'entreprise, ça nous demande beaucoup de vigilance, que ce soit au niveau finalement de la maîtrise de nos dépenses et la maîtrise de nos moyens de financement. Et si je peux me permettre, le dernier point est tout à fait valide également pour nous. On voit bien, même auprès des investisseurs qui ont déjà investi chez nous, qu'effectivement, il y a un peu plus de frilosité et qu'on demande de réfléchir un peu plus long terme. Voilà. Donc, je confirme à 100%. Très bien. Et peut-être Vincent, sur ce sujet-là aussi, qui est très vaste. Je pense que les réponses ont été assez complètes, hein. Je rejoins Vincent et Pierre dans tout ce qu'ils ont dit. En effet, nous, en tant que producteurs, c'est vrai que on est très impacté par la souveraineté énergétique. Donc, et on s'inscrit complètement dans ce phénomène. Donc, c'est vrai que sur cette partie-là, c'est un coup de pouce, et également une problématique, comme l'a répété Vincent et Pierre, avec un peu plus de difficultés à investir, hein, que ce soit pour les investisseurs que pour les clients également. Parce que l'hydrogène est une filière nouvelle et un peu coûteuse pour le moment. Voilà. Très bien, très bien. Et alors, une dernière question, compte tenu du timing que l'on a sur le chat, c'est la France travaille sur une loi d'exception pour faciliter le déploiement des énergies renouvelables et lutter contre les difficultés réglementaires qui peuvent les freiner. Est-ce que dans votre domaine, alors elle s'adresse plus précisément à Vincent Guéret, cette question, est-ce que dans votre domaine, donc le domaine d'Enosis, vous rencontrez des difficultés d'autorisation pour déployer votre solution ? Oui, effectivement, il y a un cadre réglementaire qui doit évoluer et qui est en cours d'évolution. Et par exemple, qui commence par un enjeu sur la taxonomie. Et en fait, il y a besoin d'avoir une harmonisation sur ce qu'on entend par gaz renouvelable ou gaz bas carbone. Donc, il y a des travaux qui ont eu lieu, notamment pour la filière hydrogène. Et sur la partie, effectivement, méthane renouvelable, ce travail de taxonomie qui a été débuté et pas encore forcément abouti. Et là, il y a nécessairement un enjeu important, puisque en définissant la taxonomie, l'objectif, c'est de rattacher en fait aujourd'hui des textes réglementaires à ces nouveaux gaz, voilà, ou plutôt ces nouveaux gaz aux textes réglementaires qui sont associés au développement des gaz renouvelables, que ce soit au niveau européen ou après dans la retranscription des directives européennes en droit français. Donc il y a cet enjeu réglementaire à la fois au niveau européen et au niveau français. Après, il y a bien évidemment aussi un enjeu sur les délais de réalisation des installations, où aujourd'hui on a un cadre et on a des processus qui sont tels qu'on est souvent sur des temps de traitement qui sont très longs. Et qui vont d'ailleurs un peu à l'encontre des objectifs qu'a donné l'Europe dans l'accélération du déploiement des filières d'ici 2030. Et donc là, clairement, il y a un enjeu de raccourcir, enfin de quelque part, de simplifier les processus. Alors ça ne veut pas dire effectivement alléger quelque part les études qui doivent être faites avant ou après, mais en tout cas peut-être repenser certains processus de manière à faire en sorte que tout en garantissant effectivement la sécurité des installations également vis-à-vis des administrés, qu'on arrive à raccourcir ces temps de réalisation. 4 ans aujourd'hui, c'est nettement trop long. Voilà. Donc il faut qu'on soit en capacité de réduire ces délais-là. Très bien, parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires ou si on a fait le tour. Bon, n'hésitez pas dans tous les cas, hein, il reste encore une petite minute pour les questions complémentaires. Très bien.
Bon, je pense qu'on peut avancer. Alors, ce que je vous propose, c'est pour conclure, voilà, je vous laisse la parole une petite minute pour une petite phrase de conclusion. Donc, on peut garder le même ordre que tout à l'heure, commencer par Vincent et puis passer par Pierre Forgenel et terminer par Vincent Guéret. Mais écoutez, déjà, je voulais vous remercier pour cette table ronde. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir un peu tous les maillons de la chaîne sur cette table, que ce soit donc la production, le transport et enfin le transport, excusez-moi Pierre, le transport un peu particulier et l'aviation, et l'utilisation industrielle ou l'utilisation de l'aviation. C'est très intéressant et c'est très important de voir que voilà, l'hydrogène renouvelable, on en parle beaucoup. Mais c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est actuel et qui va se renforcer de plus en plus. Très bien. Moi, je vais enchaîner juste, j'ai pas prévu grand-chose, mais c'est juste pour ajouter sur l'échelle temporelle qui me paraît très importante. On n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans des projets très très long terme. Alors effectivement, il y a beaucoup de communication, beaucoup de presse qui est faite autour des ambitions d'Airbus ou de quelques gros qui vont transformer l'aviation pour nous, en l'occurrence en 2035, 2040. Nous, nos projets, c'est 2025. Donc, c'est demain. C'est une réalité. Et voilà, l'hydrogène vert, c'est parti. Il faut aider cette filière à se lancer. Il faut l'accompagner. Il faut en parler. Voilà, il faut pas la mettre dans une perspective ultra long-termiste de quelque chose qui n'arrivera pas ou que nos petits-enfants verront. C'est pas du tout le cas. Ça sera quelque chose, une réalité de demain. Et puis voilà, remercier Toulouse une fois de plus pour l'initiative et pour l'accueil, parce que bon, voilà, on s'est installé il n'y a pas longtemps, on est maintenant 30 personnes et on est ravis d'être à Toulouse. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et Vincent Guéret, peut-être pour conclure, et une question qui s'adresse à vous directement. C'était une question donc, sur le chat. C'est que penser, alors vous pourrez le coupler avec votre conclusion, c'est que penser de la production d'hydrogène à partir de la biomasse et surtout, est-il compétitif? Donc je sais que la biomasse, la production d'hydrogène à partir de la biomasse, c'est votre cœur de métier. Mais voilà, en termes de compétitivité par rapport à la concurrence. Ouais, déjà, merci beaucoup pour cette invitation à cette table ronde. Et du coup, moi, je voulais surtout insister sur, comme le disait Pierre, effectivement, sur le fait que, en fait, demain, c'est en fait aujourd'hui, et que l'objectif, c'est pas d'attendre 2030 ou 2035 pour voir arriver des nouvelles filières comme l'hydrogène se développer. On en a absolument besoin. On le voit, il y a l'urgence climatique, il y a la souveraineté énergétique. On n'a pas le temps d'attendre en fait. Donc il faut qu'on ait le soutien. On parlait tout à l'heure du soutien de la réglementation des autorités. On a besoin d'avancer et d'avoir le soutien politique pour pouvoir réussir à atteindre nos objectifs, qui sont aussi des leviers de développement économique. Tout son temps qu'on est autour de la table, on est créateur d'emplois et d'emplois qui sont non délocalisables en partie et en grande partie. Alors après, par contre, il ne faut pas opposer les filières entre elles. C'est-à-dire que, en fait, il faut raisonner dans une logique finalement de complémentarité, à mon sens. Et on a trop souvent en France, me semble-t-il, tendance à opposer ces filières justement entre elles. Non, en fait, on est complémentaires. Et finalement, il faut que chacune de ces filières soit repositionnée sur son domaine de finalement pertinence. Et ce qui m'amène finalement à répondre peut-être à la question de Monsieur Nicole, qui est par rapport à la production d'hydrogène à partir de biomasse. Oui, de mon point de vue, ça fait sens. Et d'ailleurs, nous, on travaille sur le sujet. C'est complémentaire, encore une fois, de solutions de production d'hydrogène, par exemple par électrolyse, comme peut le proposer Engie Solutions à Toulouse. On n'est pas sur la même matière première. Quand on parle d'électrolyse, on va utiliser de l'électricité renouvelable. Quand on est sur de la biomasse, voilà, on va s'intégrer à la filière biomasse qui a ses propres contraintes. Et c'est ces contraintes-là, effectivement, qu'il faut être capable de gérer de la manière la plus optimale. Par exemple, il ne faut pas que le recours à la biomasse vienne, alors si on parle de culture énergétique, vienne gréver l'accès à des cultures alimentaires. Il ne faut pas que ça vienne ponctionner finalement la capacité de production de la production agricole. Et si on parle de recours à de la biomasse qui est plutôt forestière, il faut qu'on s'intègre à ce moment-là dans la chaîne de valeur effectivement forestière. Et les forestiers travaillent beaucoup dans ce sens-là. Donc, il y a pour moi
la production d'hydrogène par biomasse doit s'inscrire de toute façon dans des schémas d'aménagement territoriaux qui doivent être construits avec les acteurs locaux. Et c'est aussi de notre rôle à nous, finalement industriels, que de faciliter ces échanges-là. Nous, chez Enosis, on est très sensible aux collaborations qu'on met en place avec les collectivités et avec des filières comme la filière forestière pour justement arriver à monter des projets qui sont des projets locaux, qui s'inscrivent dans des démarches, je le disais tout à l'heure, d'économie circulaire, qui soient viables et qui soient viables pour tout le monde. Voilà, donc effectivement, produire de l'hydrogène à partir de biomasse, c'est possible, mais il faut être dans cette logique de symbiose avec les territoires dans lesquels on va s'intégrer. Très bien, très bien, très bien. Je crois qu'on arrive à la fin de notre échange. Donc, merci à tous pour la présentation de vos projets respectifs qui démontrent justement l'ambition de Toulouse et de son écosystème de se positionner comme une ville pionnière sur la filière hydrogène. Voilà, vous participez tous, vous et vos sociétés, à faire rayonner l'excellence locale au niveau national et international. Donc, merci pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.